Hi everybody and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in a Western secular environment. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de BMS. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Dr Géraud Gourgeon, qui est anthropologue et qui est à l'IFOGA à Avignon. Bonjour Géraud. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on a vraiment beaucoup de questions à poser qui tournent autour de la culture, de l'influence de la culture en santé, de l'influence de la culture sur comment les personnes perçoivent leur corps. Mais peut-être, avant de commencer, je vais te laisser te présenter et de nous expliquer ce qu'est l'anthropologie. Le long débat. Donc, je suis Géraud Gourgeon, j'ai un doctorat d'anthropologie biologique et je suis enseignant et responsable du pôle recherche à l'Institut de formation en ostéopathie du Grand Avignon. Et donc, je m'occupe des mémoires et de la recherche dans ce cadre-là, ce qui me permet de faire beaucoup de méthodologie de la recherche et entre autres de pouvoir appliquer tout un pas de recherche de l'anthropologie au sein de la médecine au sens large, médecine dans le sens soin et pas opposé à l'ostéopathie. Donc pour ça, voilà, ça me permet de travailler un peu sur des sujets très variés, aussi bien de sciences humaines et sociales, d'anthropologie, que de la clinique pure, notamment en des partenariats qu'on a avec l'hôpital d'Avignon. Voilà. Donc effectivement, tu me demandais de définir un peu ce qu'était l'anthropologie parce que pour beaucoup de gens, l'anthropologie, c'est l'ethnologie, c'est aller sur le terrain, c'est être auprès des tribus dans des pays éloignés, c'est faire de l'étude de l'humain dans son environnement. Mais au final, l'anthropologie, c'est simplement l'étude de l'homme, de sa signification pure, anthropos et logos. Et donc, l'étude de l'homme, c'est quand même quelque chose de très, très, très vaste avec des tas de courants. C'est comme si on disait, la médecine, c'est un. Non, la médecine, c'est extrêmement de courants différents, avec des méthodologies différentes, avec des approches et surtout des finalités différentes. L'anthropologie, c'est pareil. On va pouvoir faire de l'anthropologie funéraire où on va étudier les rites funéraires, les ossements, le culte des morts. On va pouvoir faire de l'anthropologie biologique sur de la génétique. C'est ma formation initiale, c'était ma thèse sur de la modélisation des flux alléliques dans des populations métissées, ce que j'avais fait. On va pouvoir faire tout un tas de types d'anthropologie sociale, ethno, etc. Et puis, parmi toutes ces approches anthropologiques, donc, qui ont des finalités explicatives un peu différentes, puisque le but, c'est d'expliquer des phénomènes, de comprendre des phénomènes spécifiques dans le domaine de l'humain avec un grand H. On va avoir une partie de l'anthropologie qui va être en fait de l'anthropologie du corps, qui étudie les différentes conceptions et utilisations du corps humain et de ses organes selon les cultures. Et de cette anthropologie du corps, on va pouvoir émettre une anthropologie médicale qui va servir à mieux cerner la nature interculturelle d'une consultation médicale, de concevoir, d'appliquer des méthodes qui vont pouvoir assurer un suivi médical plus judicieux. Et de cette anthropologie médicale, son application dans la clinique, ça s'appelle l'anthropologie clinique. Et cette anthropologie clinique, elle va être là pour appliquer les concepts, les méthodes de l'anthropologie médicale à la relation patient-soignant au niveau du processus diagnostique, de l'adhérence au traitement, de l'attente des patients, la satisfaction des usagers, etc., etc. Donc, tu vois que quand on parle d'anthropologie, c'est pas je vais dans une tribu et j'étudie cette tribu, ce qui peut être très intéressant. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'origine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la découverte du prion, par exemple. Je pourrais raconter la petite histoire si ça t'intéresse, parce que moi, je la trouve juste fabuleuse, en fait. Je la dis à mes étudiants en cours de biologie cellulaire, parce que
que j'ai trouvée intéressante. Mais en fait, l'anthropologie, quand on y pense, c'est juste l'étude de l'homme et tu peux l'étudier à plein de domaines. Donc, tu peux étudier au niveau de la santé. Et même au niveau de la santé, tu peux étudier qu'est-ce qu'un corps en bonne santé, qu'est-ce qu'un corps malade, qu'est-ce qu'un corps vieillissant, qu'est-ce qu'un corps handicapé. On voit que selon les cultures, c'est différent. Et ça aussi, c'est un pan de l'anthropologie bioculturelle. Donc, c'est quelque chose de très, très vaste, avec plein de thèmes différents et sur lesquels on peut appliquer tout un tas de méthodologies, aussi bien quantiques que qualitatives. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour toute la présentation de ce large spectre de ce qu'est l'anthropologie. Effectivement, moi, dans ma tête, c'était vraiment aller voir dans des tribus comment d'autres êtres humains percevaient leur environnement, comprenaient. Et donc, en fait, on peut faire énormément d'anthropologie en restant en France. Chez soi, même Et sur son ordinateur. exactement. Et petite précision également hein, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on se tutoie parce qu'on s'est rencontrés, on avait été invités dans un congrès d'ostéopathie. Et alors simplement par rapport à justement ton travail initial en méthodologie sur l'anthropologie biologique, comment est-ce que tu as intégré une école d'ostéopathie et comment tu t'es retrouvé à gérer la méthodologie pour les mémoires de fin d'études de tes étudiants? Ça, ce sont des rencontres personnelles, professionnelles ou... Alors, je ne sais pas si je devrais le dire, ou- euh, parce que donc voilà, j'ai fait des études très méthodologie. Je me suis toujours intéressé à la méthodologie puisque le thème de ma thèse était de la modélisation biostatistique, donc de la compréhension de mécanismes mathématiques, d'évolution de flux génétiques mathématiques, avec du culturel. Donc, je me suis toujours intéressé au domaine de la santé. Et, euh, et en fait, je sais plus comment j'ai été amené à rentrer en contact avec la gérante de l'IFOGA, qui m'a demandé, mais qu'est-ce qui vous intéresse à l'époque, vous voyez, c'était au tout début, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'ostéopathie? Et je lui ai dit, en fait, ce que j'avais comme image quand la plupart des gens, début des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, c'est ben, moi j'ai toujours entendu dire que l'ostéopathie c'est du charlatanisme et j'ai envie de me faire ma propre opinion parce qu'en tant que pur scientifique, je peux pas rester sur quelque chose que je connais pas dans un domaine médical et rester sur des a priori. Et, euh, et donc ça a beaucoup plu, cette démarche critique de la profession parce qu'à IFOGA, pour le coup, je dois reconnaître que je suis assez dans une position assez agréable où on me laisse faire absolument tout ce que je veux comme type de recherche, que ça aille dans le sens de l'ostéopathie ou que ça aille à l'encontre de ce qu'on dit en ostéopathie parce que la science montre autre chose. Ils me laisseront publier, ils me laisseront faire des études, etc. Et donc, ça allait dans ce sens-là. Et très rapidement, bah, du fait que je faisais de la méthodologie, ça me plaisait. On m'a demandé de m'occuper, de monter un pôle de recherche. Donc, on a monté un pôle de recherche en 2013, dans lequel ben, on a fait au final beaucoup de méthodologie. On a commencé à monter des études spécifiques au pôle de recherche. Et de là, ben, on m'a demandé de m'occuper des mémoires, puisque ben, les mémoires, c'est hautement méthodologique au final, pour rentrer dans le cadre des référentiels qui demandent un niveau Bac+5, donc un niveau de Master 2 recherche ou Master 2 pro. Ce qui veut dire que les mémoires qui sont faits en ostéopathie devraient, dans toutes les écoles et pour tous les ostéopathes, être d'un niveau de Master 2, donc être à un niveau presque publiable dans des revues au moins nationales, si ce n'est dans des revues internationales avec du travail derrière, bien entendu, hein. Mais voilà, donc on est parti dans cette dynamique-là. Et moi, il y avait des problématiques qui m'intéressaient parce que ben, l'ostéopathie, pour tous ces tenants placebo qui sont présents, tous ces tenants inexpliqués aussi, intégrer une dimension qui est, à mes yeux, hautement culturelle. Il n'y a pas que du modèle biomédical, là où la santé va s'intéresser uniquement aux symptômes, peut-être que l'ostéopathie s'intéressait à d'autres approches avec cette vision holistique. On sait que c'est plus ou moins un gros mot dans certains milieux, parce que ça veut dire tout et son contraire. C'est même pas dans la définition des décrets d'ailleurs,
Il n'y a pas de notion holistique de la prise en charge dans les décrets. Mais cette vision de prendre en charge le corps comme un tout et pas comme juste une addition de symptômes, je trouvais ça plutôt intéressant comme approche et ça a éveillé pas mal de choses, pas mal de questionnements anthropologiques. Donc, petit à petit, on a commencé aussi à monter des études épidémiologiques pour comprendre cette notion de dysfonction, ces notions de ressenti du praticien. Là, par exemple, une notion pour moi qui est hautement culturelle, c'est la notion de dysfonction ostéopathique et comment elle se crée dans la tête des personnes. Et donc, on a tout un gros pan de recherche sur le diagnostic ostéopathique et les biais cognitifs en diagnostic ostéopathique. Donc, comment se construit justement par rapport à notre enculturation et nos perceptions des choses, comment se construit ce diagnostic ostéopathique. Donc, voilà, tout ça fait que ça m'a intéressé. Super. Est-ce que je peux te demander si ton avis a évolué depuis le moment où tu es rentré ou est-ce qu'il est Non. toujours en train de se construire? Alors, je peux pas dire non, ça n'a pas évolué parce que ça a très fortement évolué. Ça a très fortement évolué en bien sous certains aspects, pas forcément bien sous d'autres aspects. Je m'explique. En bien parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, l'ostéopathie allait être très efficace sur certains problèmes de patients, soit des patients qui avaient des problèmes chroniques, des problèmes aigus. On a vraiment sur certaines symptomatologies, on a une efficacité qui n'est plus à prouver maintenant parce que, effectivement, il y a des dizaines et des dizaines de publications qui vont dans le même sens, même si beaucoup de gens continuent à dire il n'y a pas de preuve scientifique de l'efficacité de l'ostéopathie, c'est juste une méconnaissance du milieu scientifique et de ce qui est publié en ostéopathie. Donc, elle a évolué en bien parce que j'ai pu voir concrètement les effets de l'ostéopathie sur toute cette symptomatologie, avec des patients qui ressortent à la fois mieux, dans un bien-être meilleur, avec des symptômes qui disparaissent, que ce soit un effet placebo, que ce soit pas un effet placebo, peu m'importe, c'est pas le sens du propos et c'est pas ce qui m'intéresse, puisque de toute façon, on sait que l'effet placebo il est présent dans toute médecine, quelle qu'elle soit. Mais on voit qu'il y a un effet qui est réel, qui est concret, qui est acté et qui est prouvé scientifiquement pour peu qu'on puisse prouver scientifiquement un quelconque effet d'un traitement. Par contre, j'ai été déçu sur certains aspects puisque je suis issu du milieu de l'anthropologie où il y a énormément de querelles de clochers avec des dissensions énormes, avec des gens qui sont avant tout dans leurs croyances et dans leurs certitudes, et avec des personnes qui ne désirent absolument pas faire évoluer certaines connaissances et certaines visions. Et j'ai retrouvé un peu la même chose dans l'ostéopathie, alors que j'espérais ne pas le trouver en ostéopathie, parce que c'était une discipline un peu nouvelle en France, qu'il n'y avait pas grand-chose de fait en termes de publication en France, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup à l'international. Je me suis dit, trop bien, c'est un champ disciplinaire génial dans lequel on va pouvoir faire plein de choses. Mais en fait, on retrouve un peu les mêmes tenants et aboutissants avec des gens qui restent ancrés à leurs croyances et qui ne veulent pas bouger. Mais heureusement, c'est pas tout le monde, hein, il y en a beaucoup, y compris des ostéopathes qui sont là depuis 30, 40 ans, qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie d'avoir une vision un peu différente des certitudes dans lesquelles ils s'ancrent. Voilà, donc ça a évolué en bien sur certains aspects, je dirais. Merci pour toutes ces précisions. Tu as parlé en fait des décrets sur la formation en ostéopathie, donc de mémoire 2004. 7. Alors sur 2007 et 2014, là, sur la formation 2014. Et donc toi, tu es arrivé avant ou à Avant. cette période en fait. Je suis Et arrivé avant les décrets de formation. d'accord. Et donc pour quelqu'un qui fait de la méthodologie en fait, qui lit les décrets et à qui on demande de former, comment est-ce que tu as perçu ce qui était dans ces décrets sur la méthodologie, en gros, qui est demandée pour évaluer l'ostéopathie.
quelles conséquences ça peut avoir sur justement sur certaines formes de pratiques qui sont là depuis un certain temps, mais qui ne rentreraient pas ou qui seraient évaluées beaucoup plus difficilement au travers de cette même grille, et qui pourrait expliquer effectivement les querelles de chapelle que tu viens de décrire, parce que il y a des personnes qui comprennent que de toute façon, il y a certaines formes de pratiques qui sont pas qui pourront pas être démontrées malgré leur efficacité avec ce type de méthodologie. Alors, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'on ne puisse pas démontrer l'efficacité de quelque chose. On OK? n'y arrive pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. OK? Euh, je te prends un exemple tout bête et après je répondrai à ta question, mais souvent, moi, j'ai entendu dire par des ostéopathes, pas forcément à l'IFOGA, parce que pour ça, globalement, il y a une cohérence au niveau de la recherche, mais de toute façon, l'ostéopathie, c'est un art, elle ne peut pas être évaluée. Euh, pour moi, l'art, il applique un protocole aussi. De Vinci, il avait tout un protocole pour ses dessins, pour ses couleurs. N'importe quel peintre qui fait de l'art, il a une méthodologie qu'il applique, avec des techniques qu'il applique. L'artisanat fait de la méthodologie. Il a une méthodologie pour pouvoir réussir son enduit sur une façade. C'est de la même façon, en fait, l'ostéopathie, elle a beau être un artisanat si on veut, elle a beau être un art médical si tu veux, euh, ça n'empêche pas que tous ces éléments-là peuvent être évalués. On peut peut-être pas évaluer l'ostéopathie d'un coup dans son ensemble, mais on peut évaluer plein de facettes de cette ostéopathie, plein de morceaux de cette ostéopathie. Et là où les décrets sont bien, mais sans être bien, euh, je te disais, on a monté le pôle de recherche en 2012. Et en 2012, donc c'était juste avant les décrets, et on m'avait demandé de mettre en place, parce que justement, il n'y avait pas de programme défini pour tout ce qui était la scientifisation de l'ostéopathie. On m'a demandé de mettre en place, avec deux autres collègues, on m'a demandé de mettre en place tout un programme de méthodologie sur 5 ans, avec l'intégration à chaque année de cours spécifiques dans lesquels ils allaient apprendre petit à petit une croissance de la préparation. Et en ça, les décrets ont été étonnamment proches de ce qu'on avait mis en place, avec une philosophie de méthodologie que je trouve très intéressante, qui n'est pas forcément appliquée par toutes les écoles. Je sais que certaines écoles l'appliquent comme ça, d'autres un peu moins, je sais pas, il y a plein de raisons qui l'expliquent, hein. C'est pas une mauvaise volonté de la part d'eux, c'est aussi parce que des fois, il manque les compétences ou il faut le temps de transition. Mais tu vois, il y a une philosophie, enfin, ouais, une philosophie de mise en place de la recherche dans, dans les décrets qui sont, on commence par faire de l'initiation un peu dans les premières, deuxième années, l'initiation à la recherche pour éveiller la curiosité de l'étudiant. Troisième année, il y a tout le travail de statistique, de lecture, d'analyse d'un article, où là, normalement, tu es censé faire beaucoup d'heures de stats, par exemple. Moi, je leur fais presque 30 heures de statistiques aux étudiants. Je leur en fais bouffer de la stat, hein, parce que pour moi, tu ne peux pas comprendre la recherche si tu ne comprends pas la méthodologie qu'il y a derrière l'analyse des données. Euh, et il y a tout un pan de recherche bibliographique aussi. On leur demande de faire de la recherche bibliographique sur un sujet. Et le mode d'évaluation de cette grosse UE, c'est le rendu d'une synthèse bibliographique. Si tu prends l'idée derrière ça, c'est on va leur faire rechercher sur un sujet qui sera leur futur sujet de mémoire. On va les éveiller, les faire gratter sur un sujet de mémoire dès la troisième année. Ce qui représente dans une thèse la première année de doctorat, où la première année de doctorat, tu te tapes 1 an quasiment de biblio à fond, où tu commences à faire les contacts, etc. Quatrième année, ils ont leur étude de faisabilité. Alors, ils n'appellent pas comme ça dans les décrets, hein, mais leur mode d'évaluation, c'est présenter un protocole et évaluer la faisabilité du protocole. Donc, c'est une étude pilote, tout simplement. Donc, nous, en quatrième année, on leur fait faire une vraie étude pilote. Et en cinquième année, il y a
le mémoire en tant que tel, qui normalement est l'application toute bête de ce qu'ils ont testé en 4e année. Donc dans la philosophie, les décrets, ils ont une très bonne vision de l'évolution de ce qu'est un processus de création d'un outil de recherche, quel que soit le domaine, parce que c'est applicable à n'importe quoi finalement. Là où c'est peut-être un peu problématique, c'est que cette philosophie-là, elle s'ancre énormément dans la recherche quantitative. Alors, Et si je peux ouais, me permettre juste de reformuler ou de repréciser la question, c'est vrai que c'est le point que je voulais aborder n'était pas suffisamment clair. C'est dans notre dernier article, on a parlé de l'influence du rapport Flexner sur l'autobiographie de Steele, en fait, qui à l'époque, remettre ça dans le contexte, c'était un document extrêmement important pour expliquer ce qu'était l'ostéopathie. Et donc, pour rapport Flexner, il n'y avait pas de normes avant pour les personnes qui nous écoutent. Et on a décidé que le gold standard de l'enseignement médical aux États-Unis, puis après ça a essaimé dans le monde occidental, ça serait la biologie en fait. mm, Et donc que tout ce qui ne pourrait pas être observé, visualisé, mesuré, comparé avec les outils statistiques, bah dès le départ, c'est à partir de ce moment-là où on a dit l'ostéopathie, bah c'est de la pseudoscience, c'est du charlatanisme, c'est une secte médicale, et on a exactement les mêmes arguments aujourd'hui. Donc voilà, je précise parce que tu allais parler justement de cette différence entre études voilà, quantitatives et études qualitatives. qualitative. Et effectivement, ils ont présenté l'ostéopathie dans la formation, mais c'est logique à la suite des décrets, comme quelque chose qui est excessivement intégré à l'évidence base médecine, donc la médecine basée sur les preuves, où on est sur un gold standard qui est l'essai contrôlé randomisé, et donc sur de la recherche clinique, mais qui est de toute façon quasiment pas faisable en France, parce que pour faire un ECR, il faut déposer un CPP, il faut déposer un dossier à un comité de protection des personnes, ce qu'on appelle les CPP, par abus de langage, on dit déposer un CPP. Et il faut justifier l'intérêt de santé publique pour ces comités de protection de personnes qui sont à la fois des comités méthodologiques, mais aussi des comités d'éthique. Et ce qui veut dire que dans le cadre de la formation, par exemple, faire de l'essai clinique, ça a été abandonné par tous les instituts, parce qu'en fait, c'est juste plus possible. Enfin, nous, ça nous arrive de le faire, hein. On a déjà déposé des CPP, là, cette année, on en dépose 2 encore, pour pouvoir faire justement de la recherche un peu plus clinique. Mais c'est lourd, c'est extrêmement lourd. Il faut être en partenariat avec des structures, etc. Donc, c'est très, très, très compliqué de monter ces études-là. Ce qui veut dire qu'ils ont oublié au final tout un pan de l'ostéopathie qui est ce versant culturel qui est plus difficilement évaluable par des méthodes purement quantitatives. Alors oui, on peut faire de l'enquête, c'est sûr, mais on perd quand même toute une part d'explication. On est sur, quand on fait du quantitatif, on va être vraiment sur une démarche hypothéco-déductive où on va émettre des hypothèses et on va chercher par l'expérimentation à le prouver. C'est vrai que dans la clinique, c'est facile à faire ça. Mais si tu veux aller dans une autre démarche, une démarche inductive où tu veux faire du qualitatif, où tu vas faire de la phénoménologie, de la théorie ancrée, des choses comme ça, là, dans le référentiel, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, nous, on oriente de plus en plus nos étudiants vers ça parce que c'est hyper intéressant. C'est là que ça te permet de vraiment comprendre le patient, de vraiment comprendre les attentes du patient, de comprendre aussi comment le praticien pose son diagnostic, parce qu'un diagnostic, c'est pas juste je mets mes mains, je sens qu'il y a une restriction ou un grand mouvement et hop, c'est là qu'il y a une dysfonction somatique, mais c'est tout ce qui est autour aussi, c'est la prise en charge, c'est l'anamnèse, c'est la relation patient-praticien, c'est les tests, c'est toute la phénoménologie, quelle part tu mets de spiritualité ou de religiosité dans ton traitement. C'est tout un tas de choses que tu ne peux pas analyser si tu suis les décrets tels quels. Parce que, par exemple, je crois pas il me semble pas qu'il y ait recherche qualitative qui soit trop développée dans le référentiel de formation, par exemple.
Et donc, pour en revenir au thème de cet entretien sur l'enculturation ou l'influence de la culture ou le fait que simplement de, à tes étudiants, peut-être à tes enseignants, comment sensibiliser au fait que des patients peuvent avoir une culture différentes. Quand on dit culture, c'est dire que le fait comme tu l'as dit tout à l'heure, d'avoir un corps en bonne santé ou d'avoir un corps malade ou d'avoir un corps vieillissant, physiologiquement, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Sur la partie biologique, si on regarde cette partie disease, maladie biologique, c'est la même chose. Par contre, sickness, l'influence sur la société, elle va être différente et illness sur la perception, elle va être différente. Et comment est-ce que concrètement ça, tu sensibilises les Ben, personnes à l'autre? déjà, juste leur dire, c'est bête, hein, mais formaliser des notions, c'est extrêmement important. Les gens, souvent, quand tu leur... les ostéopathes, mais comme les médecins, hein, je vais parler de médecine en général et des gens en général, quand tu leur dis, il faut prendre en compte l'autre, la culture de l'autre, les gens voient plusieurs choses. La culture de l'autre, déjà, ils ont tendance à stéréotyper la culture de l'autre. Quand tu parles d'une autre culture, c'est pas une autre culture avec toute cette mosaïque de culture qui est l'individu, mais c'est des cultures très stéréotypées. C'est ah ben oui, lui c'est une population asiatique, donc en gros tous les asiatiques sont pareils. Ça c'est une population subsaharienne. Tous les subsahariens sont pareils. C'est une population maghrébine. Tous les maghrébins sont pareils. C'est une population nord-américaine. Ah oui, mais les anglo-saxons, ils sont. Il y a les gens ont tendance à prendre la culture en compte uniquement dans les stéréotypes qu'ils se sont créés, justement au travers d'une méconnaissance de ce qu'est l'autre. Leur dire que la culture, c'est pas que ça, juste leur expliquer que la culture, c'est avant tout quelque chose d'individuel, c'est une création individuelle que tu as eue par enculturation de ton environnement, mais ton environnement il est souvent pluriel. Tu peux avoir un environnement, tu es italien d'origine, tes parents sont migrants de première génération, tu as grandi avec eux, ils parlaient italien, ils sont très ancrés dans leur tradition italienne, mais en même temps, tu as vécu dans un milieu, on va dire parisien, par exemple, si tu as grandi à Paris, ton enculturation, elle n'est pas uniquement italienne. Elle a déjà ces deux éléments-là qui s'entrecroisent, qui peuvent se choquer sur certains éléments. Et donc, tu n'es pas un Italien, tu es un individu qui hérite de tout un tas de cultures différentes. Et déjà, leur expliquer ça, tout simplement, en leur disant aussi qu'un individu, mais comme tu l'as souligné, une maladie, c'est pas uniquement la disease, parce que la disease, c'est ce que Kleinman a appelé les modèles explicatifs dans les années 70, qui est pour moi un concept qui est très intéressant. Ce concept de modèle explicatif, c'est la manière dont le praticien ou le patient va expliquer les causes, les conséquences, les tenants et aboutissants de sa maladie. Le praticien, il a ce modèle biomédical de la maladie, exclusivement biomédical, dans son diagnostic. Et donc, il voit l'aspect disease. Alors, cet aspect-là, il peut être un peu influencé aussi par la culture du praticien, on en reparlera, parce que lui aussi, il a sa propre culture qui infuse dans son diagnostic. Mais le patient, lui, il a deux aspects qui viennent en plus de ça. C'est l'aspect illness et sickness, la manière dont le patient va vivre sa maladie, et donc, comment il est au fond de lui, une douleur, on en parlera aussi si tu veux, mais la douleur, c'est quelque chose de hautement subjectif et culturel. Et le sickness, c'est comment il va exprimer socialement cette douleur, comment il a le droit. Il y a des sociétés, des cultures qui interdisent de montrer sa douleur. C'est très mal vu de montrer sa douleur. Je vais parler d'études qui sont un peu anciennes, ça évolue parce qu'il y a une mixité qui est plus importante, mais par exemple, il y a eu des études dans les années 80 sur polonais, italien, rien qu'au niveau européen, où on voyait que Italiens avaient tendance à surexagérer les douleurs, alors que les Polonais renfermaient beaucoup. Alors,
Ça n'a pas été reproduit depuis, hein, parce que bien entendu, avec tous les mélanges, avec cette mixité culturelle qu'on a en Europe, maintenant, c'est un peu plus dur de dire ah, lui, il est italien, il va réagir comme ça, parce que là, on sombre dans des stéréotypes. Mais on voit que les cultures vont hautement influencer notre manière dont on va présenter socialement la symptomatologie que l'on a. Et ça, quand le patient il vient en cabinet, il va avoir une manière de présenter la douleur, il va prioriser certains symptômes en fonction de lui-même, comment il a été enculturé, comment il a conçu tout son modèle médical et donc son sickness. Et donc ça, c'est bien décrit dans la médecine également, et est-ce que tu retrouves la même chose en ostéopathie avec ton œil externe, ou c'est vraiment quelque Alors, chose de... euh, en médecine, c'est très documenté. Depuis les années 60, 70, 80, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ça. Et en médecine, ils ont beaucoup travaillé sur ça, soit dans des maladies un peu graves, cancéro, des maladies comme ça, soit des maladies chroniques. Et également, énormément, ben, je t'en parlais tout à l'heure, énormément des auteurs qui ont travaillé sur la douleur, des rhumatologues, notamment avec Catebras, qui a beaucoup travaillé sur la notion culturelle de douleur, de comment les cultures vont pouvoir exprimer la douleur, donner un droit à la douleur. Donc en médecine, c'est documenté. Il y a beaucoup de choses en anthropologie de la santé. En ostéo, c'est un peu balbutiant. Il y a des modèles, hein. Le modèle biopsychosocial dont tu parles dans ton article de 2019 notamment. En fait, ce modèle-là, il existe depuis les années 60, 70, 80 en médecine. Tu avais un modèle, alors je ne me souviens plus le nom là, de l'auteur, mais déjà c'est en 80 et quelques, il y avait tout un modèle de compréhension de la douleur avec une intégration du biopsychosocial dans la douleur qui va squeezer certains schémas cognitifs et qui va en fait réduire la symptomatisation de la douleur. Donc, très documenté en médecine, très peu documenté en ostéopathie, ce qui est assez paradoxal au final. Alors, la question qui me vient là, c'est-à-dire effectivement sur ces notions biopsychosociales, d'approche centrée sur la personne, des années 70, 80, entre-temps, donc là en 2024, 40 ans après, la science a fait énormément de progrès, la médecine a fait énormément de progrès, et la médecine devient de plus en plus technique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'outils diagnostiques, de plus en plus perfectionnés, et en fait qui se focalisent de plus en plus sur la partie disease, la partie biologie, et c'est super c'est super d'avoir ces différents outils en fait. Mais comme l'espérance de vie a grandi, comme les modes de vie a changé, c'est pas forcément les mêmes patients qu'on avait qui viennent aujourd'hui voir des ostéopathes ou voir des médecins qui a 40 ans en fait. Donc c'est juste une question, hein. Est-ce que cette applicabilité de ces modèles qui sont très bien décrits, est-ce qu'elle est toujours aussi facile dans notre système de santé actuel? Par exemple, nous là on est en France, de pouvoir passer du temps avec une personne au-delà de la partie pour bien comprendre voilà comment elle vit cette expérience, comment elle traverse cette épreuve, quel sens elle y donne. Quand on sait toutes les contraintes de budget, de temps, de personnel, etc. Alors que paradoxalement, nous ostéopathes, on a plus de temps et donc on est plus équipé, enfin on est beaucoup plus disponible, disposé à faire ce type d'approche. Je me marque des notes par rapport à ce que tu dis pour que je Bien pense à sûr. dire certains éléments. Euh, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où effectivement, est-ce que c'est toujours applicable dans notre société? Il y a eu un changement majeur qui s'est opéré justement à cette période-là, qui a été l'arrivée de l'EBM, de l'évidence base médecine, qui a complètement révolutionné la manière dont on appréhende la médecine, où on est parti sur le tout 100% médical
et où on a eu ce que certains auteurs appellent une médicalisation de la santé, où il est devenu intolérable, inenvisageable d'avoir des symptômes et une maladie qui ne puissent être catégorisés, qui ne puissent être diagnostiqués, et il est devenu inconcevable sur le patient que des douleurs, des symptômes arrivent et qu'un praticien ne soit pas capable de mettre un diagnostic dessus et de prendre en charge ça. C'est dans l'idée générale, tu parles à n'importe quelle personne, quand tu dis ben, j'ai vu mon médecin, il n'a pas su ce que j'avais, les gens ils sont là, comment ça, il n'a pas su ce que tu avais? Ça leur semble même inconcevable qu'un médecin ne puisse pas mettre un diagnostic. Mais en même temps, alors qu'on est dans cette hyper-médicalisation de la société où, ben, comme je dis, c'est inacceptable de ne pas poser un diagnostic et inacceptable de laisser souffrir ou de laisser avoir des symptômes, à côté de ça, cette médecine qui avant était une médecine proche de l'être humain, s'est énormément éloignée quelque part de l'être humain pour objectiviser l'être humain en faisant uniquement un objet biologique très biomédical et en le sortant en fait de toute son approche biopsychosociale, environnementale, parce qu'on peut même aller plus loin avec ce que je crois que c'est Shaw, et je pense que tu en avais parlé de les four wheels of les quatre éléments du body, mind, spirit et emotion. La roue de médecine, la roue de Ouais, médecine. voilà. On s'est énormément éloigné de ça. Et effectivement, ça devient extrêmement compliqué maintenant pour un médecin d'arriver à poser des diagnostics parce qu'il faut que ça rentre dans des cases. Il faut à tout prix que ça rentre dans des cases. Là où un ostéopathe, justement, il est peut-être plus libre à ce niveau-là parce que il y a, et je vais faire un lien avec les symptômes médicalement inexpliqués parce qu'on est sur quelque chose qui relie. L'ostéopathe, il va soigner des troubles fonctionnels. Les décrets de 2007 décrivent, alors je ne vais pas dire la définition exacte parce que je ne connais pas tous les mots exactement, mais en gros, vous soignez avec vos mains des dysfonctions ostéopathiques qui n'ont pas de cause, donc qui ont des dysfonctions ostéopathiques qui vont avoir des effets fonctionnels, mais qui n'ont pas de cause physiopathologique. Donc, qui ne sont pas médicalement expliqués, au sens pathologique médical. Et quand on regarde la dysfonction ostéopathique, c'est une restriction de mobilité ou une altération de la viscoélasticité des tissus, accompagnée ou non de sensations douloureuses. Ça veut dire que vous êtes dans le trouble fonctionnel. Et le DCM4 et le CIM10 définissent les symptômes médicalement inexpliqués comme des troubles somatoformes du point de vue psychologique ou bien des troubles somatiques fonctionnels. Pas de cause médicale, mais il y a des douleurs qui peuvent être d'origine psychogène ou bien des douleurs qui sont peut-être somatiques, mais pour lesquelles on ne trouve pas les explications. Et au final, moi je trouve que c'est là où il y a l'ostéopathie, sur ces troubles fonctionnels-là. Bien sûr, et juste pour les personnes qui nous écoutent, c'est la moitié des motifs de consultation en rhumatologie, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très fréquent, et heureusement, en fait. Je dirais, Et du coup, c'est vrai que les médecins, au final, ils vont chercher à tout prix à cataloguer dès qu'il y a une symptomatologie. Soit, du coup, ils vont essayer de caler ces MUS, en anglais, ça s'appelle... Medically Unexplained Symptoms. Voilà, je te laisse le dire en anglais, tu auras un meilleur accent que moi. Ils vont classer ces MUS-là, soit ils vont arriver à le caler dans quelque chose. Allez, il y a des douleurs un peu partout articulaires, fibromyalgie. Il y a des douleurs au niveau de l'intestin, plein de douleurs inexpliquées, on ne trouve pas de trucs physiologiques, Bowel syndrome. On associe, autre chose, et en fonction du spécialiste que tu vas voir, il va te donner un nom, une catégorisation,
Et s'il n'arrive pas à faire ça, il va renvoyer le patient en disant bah, ça ne me concerne pas, il n'a rien à faire là, et presque avec un énervement vis-à-vis de ce patient-là, parce que ça les renvoie à leur propre incompétence, incompétence dans le sens pas péjoratif, hein, mais dans le sens, ils apprennent à cataloguer selon un modèle biomédical, mais si tu sors du modèle biomédical, ils n'ont pas les compétences pour ça, c'est pas négatif, hein, ils n'ont juste pas été formés à ça. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'ostéopathie, c'est que vous traitez ces symptômes médicalement inexpliqués au final. Vous traitez des troubles fonctionnels qui sont peut-être psychogènes, mais peu importe. Peu importe. Le fait qu'ils soient psychogènes, la personne, elle somatise quand même une douleur. Elle a véritablement une douleur qui est présente, qu'elle vit. Et donc là, on est dans le illness. Il la vit comme une véritable douleur sur laquelle vous pouvez faire quelque chose en tant qu'ostéopathe, puisque de toute façon, les médecins n'ont pas les clés pour pouvoir faire ça. Alors, ils peuvent le renvoyer chez un psychiatre, mais peut-être que ce n'est pas des causes psychiatriques au sens médical du terme. C'est peut-être des causes psychosociales, environnementales, plein de raisons qui peuvent jouer. Donc oui, je te rejoins sur le fait que c'est un peu... on a basculé sur ça et les médecins ont du mal à pouvoir poser le diagnostic. Et à côté, vous, les ostéopathes, qui justement auriez quelque chose à jouer dans ce truc-là, vous n'êtes pas trop sollicités dans le parcours de soins par les médecins. Vous l'êtes par les patients, mais vous n'êtes pas par les médecins. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On est en train d'arriver au terme de cette discussion. Et donc, est-ce que tu aurais des choses particulières que tu voudrais peut-être nous préciser par rapport justement à ton rôle initial, ton travail initial d'anthropologue, ce que tu as trouvé en ostéopathie et comment tu fais le lien sur cette interdisciplinarité, parce que tel que je t'écoute, je te vois vraiment parler à chaque fois de médecine, on parle de pédagogie, on parle de choses administratives et autour de patients, de différentes formes de patients. Donc, il y a vraiment un large spectre et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi. Oui, alors ça vient sûrement de ma formation, de ma curiosité, du fait que je sois sollicité par plein de choses différentes et du syndrome du je ne sais pas dire non quand on me propose quelque chose. Mais c'est vrai que l'anthropologie peut-être te donne une vision de l'être humain qui est extrêmement transdisciplinaire et qui est transculturel aussi. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui est très important pour les ostéopathes, c'est acquérir cette compétence transculturelle pour comprendre l'autre, pour comprendre que l'autre, il n'est pas unique, mais qu'il est complexe, qu'il est cette mosaïque de culture qu'on doit prendre en compte dans un modèle biopsychosocial si on veut pouvoir comprendre sa symptomatologie. C'est pour moi fondamental, hein, encore plus en ostéopathie. Et je trouve que ça fait le lien avec l'anthropologie. Et du coup, moi, ça m'intéresse, tous ces questionnements-là. Tu vois, des trucs tout bêtes, mais on a, avec 9 autres écoles d'ostéopathie, on a fait une grosse étude, une grosse enquête auprès de nos étudiants sur leur perception de ce qu'était une population défavorisée. Donc, la culture qu'ils pouvaient avoir eux et la culture qu'ils pouvaient imaginer être de ce que sont les populations précaires. Donc, on s'est intéressé à leur perception sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Okay. Donc, on est 10 écoles à avoir fait ça. Alors, je voudrais bien les citer, mais j'ai peur d'en oublier et du coup, ça m'embêterait d'en oublier certains. On les listera dans la description. Voilà, je veux bien que tu les listes parce que non, c'est important. C'est important. Voilà, on parle d'interdisciplinarité entre écoles d'ostéopathie aussi. C'est ça. Surtout qu'effectivement, il y a eu un très bon accueil de certaines écoles, beaucoup moins d'autres écoles qui n'ont pas voulu participer en estimant que ce n'était pas intéressant comme sujet, je pense. Et donc, on s'est intéressé à la vision de la mixité, donc de la mixité culturelle auprès de nos étudiants. Et c'était assez intéressant de voir qu'une part. Et donc là, on est dans la science humaine et sociale. C'est une étude anthropologique qu'on a fait pour comprendre un peu les perceptions sociales
de nos étudiants vis-à-vis de ces populations-là. Et une partie substantielle des étudiants pensent être en mixité. Alors, ce n'est pas 100%, mais c'est 30% des étudiants qui pensent être en mixité sociale dans des études d'ostéopathie qui coûtent 45-50 000 euros sur 5 ans, donc autant en vie de tous les jours à côté. Et on voit que plus ils sont en mixité dans leur vie personnelle, plus ils comprennent la mixité, ce qu'est la mixité, ils comprennent les populations défavorisées, ils ont envie de travailler avec ces populations défavorisées, ils ont une bonne connaissance des problèmes de santé que peuvent avoir ces populations dans les QPV. Et on voit que du coup, là, l'anthropologie, elle a un rôle énorme à jouer en expliquant, en présentant la perception qu'ont nos étudiants, en leur disant les perceptions erronées et en les félicitant sur les bonnes perceptions qu'ils ont, donc en les éduquant à l'anthropologie culturelle. Tout ça, pour moi, c'est super important de relier tout ça, et c'est en ça que je trouve que l'anthropologie, elle a vraiment une place très importante à jouer dans l'ostéopathie. Écoute, merci beaucoup. Juste une remarque, 45 000 euros pour nos amis américains qui nous écoutent, c'est le prix d'une année en fait. Donc c'est encore une autre culture, c'est un autre environnement, et voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'un débat de savoir justement comment ces principes de l'ostéopathie en fait, qui sont issus d'une période bien particulière, d'un pays bien particulier et qui ont diffusé dans le monde entier, comment ils sont interprétés différemment. C'est tout un autre sujet, mais là, je voulais vraiment qu'on ait cette approche franco-française, en fait, en tout cas européenne, sur en quoi, qu'est-ce que l'anthropologie, comment est-ce que ça peut aider à comprendre l'autre, et au final, mieux communiquer avec nos patients, mieux communiquer avec les autres professionnels de la santé qui soignent les mêmes patients. La conclusion, c'est toujours faire attention à qui est l'autre dans toutes ces dimensions culturelles, avant ces dimensions médicales, puisque c'était Kleinman qui disait que la société enseigne comment être malade. Il faut garder ça en tête. Ah, génial. Écoute, merci beaucoup, Géraud, pour merci à toi. Pour le partage de tes connaissances. Écoute, et puis tous mes meilleurs vœux pour vos différentes publications à venir sur ces sujets. Merci. Passionnants. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed your chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.